Bonsoir, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres de ce mercredi 22 février. L'actualité du jour, c'est d'abord la visite de Joël Fourny, président de la CMA France, en Moselle. L'occasion d'évoquer l'évolution de l'artisanat et de découvrir deux sociétés mosellanes, Cryo Ice à Metz et Imprentex à Marly. Nous rejoindrons d'ailleurs notre reporter au cœur de cette dernière. Et d'ici 2024, la commune de Falques se dotera d'une maison de l'autonomie pour accompagner les plus de 65 ans. Le département a financé une partie des travaux. Et puis nous irons au parc de Sainte-Croix à Rhodes où les loups sont mis à l'honneur cette année. Et pour les vacances scolaires, c'est l'occasion de découvrir différemment ces animaux. La météo, des éclaircies sont attendues toute la journée sur le département avec quelques pluies possibles localement, température comprise entre 5 et 12 degrés. Et notre invité ce soir sera Laurent Leroy, délégué syndical CGT pénitentiaire Grand Est. Il va nous rejoindre d'ici quelques minutes en visio. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a fait de nouvelles annonces concernant une évolution du statut des surveillants pénitentiaires. C'était une réforme qui était plus qu'attendue de pied ferme. Nous détaillerons le projet dans un instant à ses côtés. On va d'abord développer le reste de l'actualité. Le secteur de l'artisanat continue de se développer, de se renouveler et d'innover, comme le démontrent deux entreprises mosellanes, Cryo Ice, spécialiste de la fabrication de glace carbonique sous différentes formes, et Imprentex, société de personnalisation de vêtements professionnels. Joël Fourny, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de France, a fait le déplacement ce matin en Moselle pour rencontrer les dirigeants. On retrouve justement notre journaliste Lucie Philippot dans les locaux d'Imprentex à Marly. En effet, Uranie, je suis à l'entreprise Imprentex à Marly avec Joël Fourny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de France. Alors ce matin, vous avez pu rencontrer deux entreprises. Que ressort-il des discussions ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a rencontré deux entreprises qui vont plutôt bien, qui sont sur des niches peut-être et des produits en termes de fabrication qui leur permettent d'être confiants. Donc, on a vraiment des entreprises très différentes, en fait, dans des secteurs très différents, mais en même temps avec le fait de constater qu'elles n'ont pas d'inquiétude particulière dans cette période particulière. Comment est le moral de ces entreprises artisanales post-Covid et en pleine période d'inflation ? Le moral des entreprises artisanales est bien sûr, j'irais, tendu et on est sur une période de forte inquiétude. Les artisans sont très inquiets sur la manière dont les choses vont s'opérer dans les mois et dans les années qui viennent. Pour autant, ils restent confiants. Ils restent confiants parce qu'ils ont bien sûr des carnets de commandes qui restent encore assez intéressants en termes de contenu. Ils sont assez fournis et du coup, ça leur permet de pouvoir espérer des jours meilleurs. Même s'ils ont des difficultés liées au coût de des matières premières, problématiques d'approvisionnement des matières premières, le coût de l'énergie, le coût de la masse salariale, etc., c'est des entreprises qui sont capables de s'adapter et de se repositionner assez rapidement. Avec plus de 125 000 entreprises artisanales sur le Grand Est, l'artisanat est donc un acteur majeur de l'économie. Aujourd'hui, comment se porte le recrutement ? Alors, le recrutement, c'est difficile. On a une économie qui est assez dense, qui est assez forte, avec, je dirais, un besoin de main-d'œuvre important. Donc, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Quand il n'y a pas une entreprise qui m'évoque pas les problématiques de recrutement, c'était déjà vrai avant les crises successives qu'on vient de passer. Donc, ça reste extrêmement tendu. Et du coup, on est aussi dans une période de fort renouvellement générationnel. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de remplacer la main-d'œuvre qui doit quitter la vie professionnelle. Et du coup, ça veut dire qu'on a un besoin important de recrutement. En effet, donc vous l'avez dit, l'artisanat recrute. En Moselle, un tiers des entreprises n'ont pas réussi à répondre à leurs demandes, à leurs besoins en recrutement. Et pendant ce temps, les salariés français de Stellantis, dont ceux du site de Trémery, vont toucher une prime de 4 300 €, ce qui correspond à 2,4 mois de salaire pour les premiers niveaux de rémunération. 10 000 personnes sont concernées dans le Grand Est. Une décision prise par la direction et signée par 80% des syndicats représentants. Elle fait suite à la hausse de 26% des bénéfices du groupe en 2022, une somme qui vient s'ajouter à la prime de 1 000 € et à l'augmentation des salaires de 5,3%
Au total, ce sont 2 milliards d'euros qui seront redistribués aux salariés du groupe automobile dans le monde entier. Et après avoir décroché un award au CES de Las Vegas, la start-up Messine eVirtual est désormais certifiée comme dispositif médical classe 2A, conformément au règlement européen sur les dispositifs médicaux. Vous savez, c'est ce sigle CE que l'on retrouve en majorité sur les produits non alimentaires. Cela signifie qu'eVirtual répond aux exigences de sécurité, de santé et d'environnement avec son logiciel Caduci permettant de mesurer les signes vitaux à l'aide d'un selfie vidéo. Et quelle est la température au sujet de la réforme des retraites, réforme qui ne concerne pas seulement les Français déjà dans le marché du travail, mais aussi les futurs travailleurs. D'ailleurs, à quoi ressemblera le chemin vers la retraite pour ces jeunes qui finissent plus tard leurs études et qui ne commenceront pas à travailler avant 24 ans? Nous avons voulu connaître l'avis des étudiants de l'IUT de Moselle-Est à Sarreguemines. Je compte continuer mes études en master, donc ça veut dire encore 2 ans après cette année, donc je pense sortir à partir de 25 ans. Si tout se passe bien, je devrais sortir après mes 3 années à l'université à 26 ans alors. Ce qui concerne la retraite, je pense que moi personnellement, on va pas, en tant que jeune, on n'aura pas de retraite. Visiblement, comment ça évolue, il faudra, je pense, travailler toute notre vie, quoi. Je me sens concerné, mais je pense qu'il y aura beaucoup de changements jusqu'à que j'atteins l'âge. Je pense qu'on est tous concernés. Il n'y a pas d'étudiants qui ne sont pas concernés. Honnêtement, c'est pas parce que c'est notre avenir professionnel. On sera forcément concerné par ça, donc oui. Alors oui, je me sens concernée car peut-être pour le moment je ne travaille pas, je suis à l'université. Mais j'ai déjà travaillé et plus tard j'y travaillerai, donc je sais bien qu'à un moment donné je serai à la retraite, donc tout ça me concernera. Si je commence à travailler à 25 ans, je pense pour moi ça sera à partir de 43 d'années, donc je pense à 67, 68. Donc ouais, c'est vrai, je me dis je serai peut-être déjà mort ou plus en état de travailler ou plus en état de profiter de ma retraite ou quoi que ce soit. Donc oui, c'est vrai que quand on réfléchit à l'avenir, ça paraît dur. Je soutiens le mouvement sans forcément peut-être appliquer, on va dire. Moi, ma retraite, je la vois déjà pas à 65 ans, et personne ne la voit à 65 ans. Les grèves, j'ai été à Metz en plus pendant la marche, ils ont totalement raison. La grève, on est tous concernés par ça. Qu'on soit en train de travailler, en train d'étudier ou même dans la retraite, on est tous concernés par ça. Je ne serai pas sur place, mais je soutiens à tout cœur les grévistes. Quand on a déjà plus de 65 ans, on pense surtout à vivre une retraite paisible et indépendante. Accueillir et accompagner les personnes âgées, c'est d'ailleurs le but des maisons de l'autonomie. Hier, dans le canton de Bouzonville, la première pierre symbolique a été posée à la résidence de Falck en présence des élus locaux et représentants de l'État venus pour la visite d'un chantier déjà très avancé. Reportage de Jonathan Vaucher. Au bord du plan d'eau de Falck, la première pierre symbolique de la maison de l'autonomie a été posée. Dans un cadre idyllique, la nouvelle résidence sort déjà de terre. Elle comptera 30 logements de 2 pièces pour personnes âgées sur 2000 m² au sol. Coût total de l'opération, 5,7 millions d'euros, dont 1 million du département. Vous aviez un vrai projet qui correspondait tout à fait à la politique d'aménagement du territoire et d'action sociale en faveur des personnes âgées que le département porte et souhaite continuer à porter. Nous devons être très attentifs parce qu'il nous faut préserver cette ruralité, préserver ces petites villes, monsieur le maire, qui sont essentielles et qui sont recherchées par nos populations parce que ces petites villes, quelle que soit leur taille, conjuguent à la fois la qualité du service public, la proximité et le bien vivre ensemble. Accompagner les seniors avant la perte d'indépendance et l'EHPAD, c'est l'objectif de ces maisons de l'autonomie. Les locataires pourront aussi profiter d'un cabinet socio-médical, un espace balnéo, des salles d'activité ou encore une cuisine collective pour les repas en famille. Il est effectivement aujourd'hui important et on le ressent auprès des personnes âgées, c'est qu'elles ont du mal à quitter leur domicile et leur commune, ça va de soi. Par contre, si effectivement on est en mesure de pouvoir leur proposer un maintien ici sur la localité, dans des appartements qui ont été conçus justement pour leur permettre d'évoluer normalement. La livraison est prévue pour l'été 2024.
Avant sa réouverture prévue fin avril, le plan incliné de Saint-Louis-Arzvillers a misé sur des travaux de sécurité depuis le mois de novembre, avec notamment l'installation d'une nouvelle vanne métallique de 17 tonnes faite sur mesure, pièce maîtresse du chantier de voies navigables de France au cœur d'un projet d'1,8 million d'euros. La vanne est en fait un robinet d'urgence permettant de couper l'arrivée d'eau en cas d'incident sur le bac ou en cas de maintenance. C'est aussi un bon moyen d'éviter une inondation et donc l'évacuation de la population. Ces travaux ont nécessité de vider le canal sur 3 km et de préserver près de 2 tonnes de poissons. Direction Rhodes maintenant pour faire le plein d'animaux. Le parc de Sainte-Croix est exceptionnellement ouvert depuis le 11 et jusqu'au 26 février. L'occasion pour les passionnés d'animaux de venir les observer en cette période hivernale et notamment de rencontrer les loups qui sont mis à l'honneur cette saison. Reportage de Colline L'Expert. Loup blanc, loup gris et loup noir, les 6 meutes du parc sont à l'honneur cette année. Certains font la sieste, d'autres préfèrent se faire entendre. Et en cette période hivernale, c'est la saison des amours chez ces mammifères, l'occasion d'embarquer pour un safari Saint-Valentin. Et la saison des amours chez les loups est bien particulière. Si on ne parle pas toujours de romantisme pendant les saisons de reproduction, chez les loups c'est presque le cas puisqu'ils vont presque devoir tomber amoureux. Les loups sont des animaux qui vont être monogames une fois qu'ils auront trouvé l'élu de leur cœur. Si on sait que pour la plupart des animaux, on est opportuniste pour la recherche de nourriture, on fera toujours au plus simple. Et bien pour la recherche du partenaire chez les loups, ce n'est pas le cas. C'est aussi une période de tension dans les meutes où le mâle alpha doit s'imposer auprès de ses congénères. Ici, pas de risque de dispute, ces 7 frères ne comptent pas se reproduire. Quant à eux, les visiteurs ne ratent pas un instant de ce spectacle hivernal. C'était tout très bien. Ils sont tout mignons. En ce moment, c'est la période de reproduction. Ils sont un petit peu moins actifs, mais on a quand même l'occasion de voir ce qu'ils font et de les voir s'animer. Donc c'est très intéressant. L'occasion aussi pour les amateurs de photographie d'immortaliser ces moments dans leur objectif, notamment pendant les repas. Comme il fait froid, on peut un petit peu plus se permettre de leur donner des viandes un petit peu plus grasses comme du gibier. Et au niveau du pelage, eh bien, les mammifères vont disposer de plusieurs types de poils. Le poil de bourre, lui, est celui qui garantit la chaleur thermique de l'animal. Donc ce poil de bourre va avoir tendance à augmenter et du coup, ils vont être un petit peu plus dufteux, un petit peu plus ronds, un petit peu plus poilus. Et ils vont commencer à le perdre au moment du printemps pour n'avoir que le poil de jarre quasiment, qui lui va être un petit peu plus rêche. L'hiver terminé, Sainte-Croix continuera à miser sur les loups avec ses 3 nouveaux hébergements. Le parc y voit un aspect pédagogique pour découvrir ce mammifère intrigant. On a besoin aussi de démystifier cette image d'animal qui fait peur, méchant du loup. Et donc nous, on souhaite donner aux visiteurs, aux personnes qui dorment dans les lodges, la possibilité d'avoir un face-à-face avec ces animaux, mais aussi de se faire leur propre idée sur le rôle du loup dans la nature et sur ce qu'est cet animal si intéressant. Durant ces 2 semaines d'ouverture exceptionnelle, 10 000 visiteurs se sont jetés dans la gueule du loup. Aujourd'hui marque presque un mois sans précipitation. Alors quel bilan dressé en Moselle? On fait le point dans la chronique du jour. Bonsoir Emma. Bonsoir. La France, comme la Moselle, traverse une période de sécheresse assez préoccupante. Alors, s'il a plu le 5 février dernier au moins 1 mm, les pluies dites efficaces, c'est-à-dire supérieures à 5 mm, la quantité suffisante pour regorger les sols en eau, remonte au 20 janvier. Ça fait donc 34 jours qu'on n'a pas eu des quantités de pluie significatives. Alors, sachez que le cumul moyen de précipitations en février est de 66 mm. Et pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que du 1er au 21 février, on est seulement à 6,5 mm. Donc, à 10% du cumul mensuel moyen, c'est très peu. Est-ce qu'on peut dire que c'est un phénomène assez rare ou unique ? Alors ce n'est pas rare, mais c'est un phénomène qu'on voit peu souvent. Il est tout de même de temps en temps observable en hiver. Le problème, c'est à long terme avec l'ensoleillement excédentaire, le déficit de précipitations et les températures élevées de ces derniers mois. Les sols s'assèchent, un constat qui alarme les météorologues comme David Pelot, ingénieur en météorologie à Météo France Nord-Est. Qui peut être inquiétant, c'est surtout les prévisions à venir en fait. Là, c'est vrai qu'on scrute le ciel de très près et qu'on espère qu'il va pleuvoir de manière efficace dans les semaines à venir, puisque nous sommes fin février, donc nous approchons la fin de la période dite de recharge
Donc c'est l'hiver notamment où ce sont les précipitations qui tombent. Elles vont surtout remplir les cours d'eau, les rivières et les nappes phréatiques. Or, là, les nappes phréatiques, elles sont pas du tout au niveau moyen pour lequel on peut observer en février. Et on sait que c'est très utile pour le milieu agricole, mais aussi les secteurs industriels qui consomment beaucoup d'eau. Et là, on va arriver en mars et la végétation va se réveiller. Le problème, c'est que la végétation, elle a besoin d'eau. Et donc, toute l'eau qui va tomber à partir de fin mars, elle va surtout être puisée par les végétaux et ne va pas donc finir sa course dans les nappes. Donc oui, effectivement, il faut surveiller de très près la situation pour s'assurer que s'il pleut pas assez d'ici les semaines à venir, il va y avoir des tensions sur la ressource en eau, ça c'est clair. Alors, pour éviter de se retrouver dans des situations catastrophiques cet été, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, compte faire un point lundi 27 février avec les préfets de chaque territoire pour organiser dès le mois de mars des mesures de restriction qui soient légères. Donc cela concernerait notamment le remplissage de piscines. Merci Emma, on va espérer que le ciel nous apporte quelques gouttes rapidement. Sans transition, dans la boîte à malice cette semaine, Alicia Iblou reviendra entre autres sur l'académie du Quatuor Diotima qui s'est déroulée à l'Arsenal à Metz. Elle retrouvera également le metteur en scène Jean-Marc Béchler qui présentera la 4e édition du festival de théâtre amateur Mécleuve en scène, un festival dont les mots d'ordre sont l'éclectisme et la convivialité, comme il l'explique ici. Vraiment très important pour nous de pouvoir proposer à tous les spectateurs quelque chose de suffisamment varié, de façon à ce que tout le monde puisse s'y retrouver, les familles, les grands comme les petits. Puisque le vendredi soir, on aura une soirée un peu plus dramatique, où, par exemple, le thème des féminicides va être abordé. Le samedi, ce sera très varié. On aura de la comédie dramatique, on aura du théâtre de l'absurde, mais on aura aussi de la musique avec une sorte de tribute, si je puis dire, à Bobby Lapointe. Tout à côté, des catins, des catis, taquiner ta coquette, coquin et des tiques coquettes, tout en tricotant, caqueté, t'es discuté, t'es critiqué, t'as compte bouquet, t'y compté, t'en tiquant, tout un tas de hic de quand tout à coup, tic-tac. C'est en Algérie qu'on fait ça, c'est du you-you ça. Une émission à découvrir en intégralité à 19h sur notre antenne et sur notre site internet www.moselle.tv. Le garde des Sceaux a annoncé une réforme pour évoluer le statut des surveillants pénitentiaires. On en parle avec l'invité du jour. Laurent Leroy, vous êtes délégué syndical CGT pénitentiaire Grand Est. Bonsoir et merci à vous de nous accorder de votre temps. C'était une annonce qui était plus qu'attendue dans le monde de la justice. Le garde des Sceaux Dupond-Moretti a prévu une évolution du statut des surveillants pénitentiaires, une réforme qui vise à rendre le métier plus attractif après des années de crise de recrutement. Quelle a été votre réaction après cette annonce ? Bonsoir, merci à vous déjà de m'accueillir. Oui, effectivement, c'était pour nous, en tout cas surtout pour la CGT pénitentiaire, on est content de cette annonce parce que ça fait quand même plus de 20 ans maintenant que la CGT pénitentiaire attendait ce passage en catégorie B. Alors pour nous, c'est important effectivement sur le recrutement parce que depuis plusieurs années, on a beaucoup de mal à recruter. Il y avait eu une première réforme sur la fusion des grades qui s'était conclue, je vais dire, par une amélioration indemnitaire des surveillants, mais c'était pas encore suffisant puisqu'on constate encore que sur les derniers concours, le recrutement est compliqué. Alors concrètement, cette réforme va changer quoi ? Ça veut dire un meilleur salaire ? Normalement, oui, en effet. Donc dans la fonction publique, vous avez 3 types de catégories. Ce qu'on appelle la catégorie C, qui correspond à un recrutement avec un diplôme de niveau brevet des collèges. La catégorie B avec un diplôme de baccalauréat et la catégorie A avec un niveau bac plus 3. À chaque catégorie correspond une grille indiciaire.
Ce qui va être pour nous important dans les prochaines discussions par rapport à cette catégorie B, justement, c'est la fameuse grille indiciaire qui va en découler. Certains syndicats, comme notamment le syndicat FO pénitentiaire, souhaitent la parité police. Ce n'est pas notre cas. Nous, on souhaite aller plus loin parce qu'on estime que notre métier est aussi difficile, voire plus que celui de la police, puisque on a bien souvent dans notre, comment je pourrais dire, dans nos publics, on a bien souvent des gens qui sont beaucoup plus véhéments ou agressifs que c'est un métier la population à risque, normale. C'est un métier à risque, on C'est un comprend métier bien. à risque, effectivement, on entre dans la catégorie active, comme on a pu l'évoquer avec la réforme des retraites. Alors, ça sera à compter du 1er janvier 2024, en tout cas c'est espéré à ce moment-là. Mais cette demande, vous l'avez dit, ne date pas d'hier. L'ancienne garde des Sceaux, Nicole Belloubet, avait refusé ce changement de grille d'indice pour une question d'accès au métier sans diplôme. Alors le garde des Sceaux actuel a proposé le recrutement d'agents contractuels de catégorie C pour accéder sans baccalauréat au métier et seconder les surveillants pénitentiaires. Qu'en pensez-vous? C'est également une mesure qui va permettre de consolider les effectifs? Alors sur ce qui est du recrutement de contractuels, la CGT pénitentiaire n'est pas forcément favorable à ça. Cependant, on a bien compris que ça fait partie un petit peu, je dirais, du package, si vous me passez l'expression. L'administration, je pense, compte tenu des difficultés qu'on a de recrutement, ne souhaite pas se couper de la possibilité de recruter je dirais en catégorie C. Donc malheureusement, je dirais le passage au contractuel sera probablement de mise. Pour nous, l'intérêt principal, c'est que malgré tout, il y ait du personnel sur les coursives, il y ait du personnel pour effectuer nos missions, parce que la première, je dirais, le premier vecteur de sécurité pour les personnels, c'est justement les personnels. Donc, justement, ce manque à l'heure d'effectifs d'aujourd'hui, compte tenu de nos difficultés de recrutement, etc., on est souvent, malgré tout, dans des conditions de sécurité qui ne sont pas optimales. Et les surveillants pénitentiaires ont régulièrement montré leur mécontentement à travers des mobilisations sur leur temps de repos. Alors avec cette réforme, 40 000 agents sont concernés en France. Sur notre territoire mosellan, nous connaissons le centre pénitentiaire à Metz et la maison d'arrêt de Sarreguemines. Ça veut dire combien de personnes concrètement qui pourraient avoir leur salaire revalorisé ? Alors sur la Moselle, donc effectivement, vous l'avez dit, il y a le centre pénitentiaire de Metz, la maison d'arrêt de Sarreguemines. On va dire que, en gros, ça représente environ 250 personnels, entre 250 et 300 personnels, puisque ça concerne le corps d'encadrement d'application ainsi que les officiers. Et donc ne sont pas concernés les agents administratifs, les personnels techniques, etc. Alors, au sein des syndicats, effectivement, au sein des syndicats, je me Pardon permets de vous couper pour vous lancer sur une question qui me semble importante. Au sein des syndicats, et autre chose est importante, redéfinir le métier de surveillant. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, c'est quoi le métier de surveillant pénitentiaire? Alors, la revendication émane d'une organisation syndicale principalement, mais effectivement, ils souhaitent surtout, je dirais, replacer le surveillant au cœur du métier et pouvoir, par ce biais, lui redonner, je dirais, son autorité. Voilà, son autorité au sein de la coursive, parce que, au fur et à mesure du temps, et au fur et à mesure, je dirais, de l'évolution des années, le surveillant a perdu un petit peu de son autorité au sein de la coursive, et donc par le biais notamment du parcours de peine et des prises de décision qui peuvent être faites sur le parcours de peine, redonner toute son importance aux surveillants de coursives. Revaloriser le métier. Merci beaucoup pour vos explications. À bientôt.
Avant de terminer cette édition, retour sur Skylander, ce projet qui aurait pu faire de la Lorraine un haut lieu de l'aéronautique française est définitivement mort en 2013 avec la mise en liquidation judiciaire de la société Sky Aircraft. Malgré 120 millions d'euros investis, les bâtiments qui auraient dû accueillir l'avion Skylander sont actuellement en déconstruction sur la base aérienne de Chambly-Bussière, près de la tour de contrôle. Le chantier doit durer 1 mois pour laisser place à d'autres projets peut-être plus prometteurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, direction nos réseaux sociaux et le site internet. Pour la suite de votre programme, Jean Milon vous propose de découvrir Monseigneur Philippe Ballot à 18h30 et à 19h, ouvrez une nouvelle boîte à Malice. Très bonne soirée sur Moselle TV et à demain.